Donc je suis venu vous parler de dénutrition. J'espère que je ne vais pas être redondant avec ce qui a été dit. Je voulais profiter de cette journée, puisque moi en ce moment je m'occupe du cancer du pancréas et c'est la journée mondiale du cancer du pancréas. Donc je voulais avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie. Et je sais que dans cette salle, puisque vous êtes 900, je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui ont été touchés ou qui sont touchés par cette maladie. Je continue donc mon propos. On va parler de Charles-Henri Rapin. Charles-Henri Rapin, c'est ce monsieur. C'était un type exquis qui m'a apporté beaucoup dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'a appris l'éthique. C'est un mot qui est très important, l'éthique, parce que quand on écoute Rosette, Yves, Annie, et quand on entend tout ce qui a été dit dans ce colloque, l'éthique c'est au cœur de tout. On parle beaucoup d'amour et je crois qu'il y a une relation entre l'amour et l'éthique. Qui était Charles-Henri Rapin? Charles-Henri Rapin était un homme assez jeune, il est mort à l'âge de 60 ans. C'est quelqu'un qui a connu la maladie, qui a été touché par le cancer. Il s'est intéressé depuis très jeune aux problèmes des personnes âgées, notamment aux fractures du col du fémur. Je crois que c'est ce qui l'a amené d'ailleurs aux travaux sur la nutrition et sur la dénutrition, parce qu'il était intimement persuadé que l'âge de la survenue des fractures du col du fémur était lié à la qualité nutritionnelle, à la façon dont les gens se nourrissaient. Ça a été un des premiers à parler de cette problématique. C'était le premier président du club francophone Gériatrie et Nutrition. Donc ça fait à peu près 20 ans qu'on parle de ce sujet. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'on ne fait pas beaucoup de progrès, mais j'ai quand même cru voir que depuis 4-5 années, quand même, il y a des choses qui se mettent en place et qui montrent qu'il y a quand même du progrès. Mais ça fait quand même 20 ans qu'on dit à peu près les mêmes messages et que les chiffres sont à peu près les mêmes. Ça a été un grand défenseur des soins palliatifs. Je parle bien des soins palliatifs en Suisse. C'est quelqu'un qui était très présent sur les médias pour défendre les soins palliatifs et pas l'euthanasie. Je fais bien la différence. C'est quelqu'un qui a inventé ce qu'on appelle la value-based medicine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'evidence-based medicine. Je suis assez fier d'être gérontologue, alors je précise que je ne suis pas médecin. Et je pense que la médecine, le côté scientifique est une chose, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter aux personnes âgées qui ne sont pas d'ordre scientifique. Je vais vous parler d'une étude qu'il a rendue célèbre, que lui, qu'on appelle d'une façon comme ça, tous les jours on l'appelle une frigo veritas, c'est comme ça que lui appelait son étude. Bien évidemment, quand il l'a publié dans le Lancet, ça ne portait pas ce nom-là, c'est un nom très compliqué, très scientifique. Donc il a eu l'idée de regarder ce qu'il y avait dans le frigo des personnes âgées. Donc il a fait une étude sur 132 patients. C'était un iconoclaste, Charles-Henri, hein. Il aimait bien faire sourire et puis parfois mettre sous forme d'équation des choses qui paraissaient évidentes, mais il fallait effectivement apporter des preuves scientifiques de ce qu'il disait. Donc il a voulu regarder ce qui se passait chez les personnes âgées en fonction du remplissage des frigos. Et il s'est aperçu qu'en fonction de ce degré de remplissage, on pouvait déduire un certain nombre de choses. Donc je vous laisse regarder. Donc il y a eu une étude, une méthodologie qui est tout à fait scientifique, assez inhabituelle, je pense, pour le Lancet. Et donc il a eu des résultats, tout à fait probants, et il a montré que chez les patients dont les frigos étaient vides, on avait une survenue beaucoup plus fréquente d'hospitalisation et notamment de fracture du col du fémur et d'accidents au domicile. Donc il s'est toujours battu pour défendre l'idée qu'il fallait être extrêmement vigilant par rapport à ce que mangeaient les personnes âgées. Il fallait regarder, quand on était soignant, notamment à domicile, il faut regarder ce qu'il y a dans le frigo, il faut essayer de comprendre, discuter avec eux, pourquoi les personnes âgées à un moment donné ne mangent plus. Est-ce que c'est parce qu'elles sont isolées? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont plus la possibilité d'aller faire des courses? Est-ce qu'elles sont dépressives, etc. Donc il faut essayer de comprendre les raisons qui font que ces personnes âgées à un moment donné se laissent aller et ne remplissent plus leur frigo et parfois laissent les produits pourrir. Donc on a découvert énormément dans cette étude de produits avariés. Le frigo servait de tout, hein. Parfois ça devenait tout simplement un placard, on y rangeait des choses, il ne servait plus de frigo. Je vais répéter un certain nombre de choses qui ont été dites. Il faut savoir que le problème de la dénutrition, ce n'est pas un problème que français, c'est un problème aujourd'hui mondial. La population vieillit dans le monde entier.
En Europe, la prévalence est de 5 à 10%, supérieure à 10% dans la population âgée de plus de 75 ans. En 2050, une personne sur 5 aura plus de 75 ans, donc c'est important aussi d'un point de vue politique, économique, de se poser la question de la dénutrition. Ça a des conséquences. Dans les maisons de retraite, la dénutrition est en moyenne de 27%. Donc il y a du surpoids, il y a de l'obésité. Je voudrais rajouter que ce n'est pas parce qu'un patient est obèse qu'il n'est pas dénutri. Vous avez aujourd'hui des patients qui sont obèses. Il faut regarder aussi l'albuminémie, il faut regarder aussi un certain nombre de données biologiques. Donc c'est un des pièges au diagnostic. Souvent, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des médecins qui mettaient au régime des patients sous prétexte qu'ils étaient obèses, sans avoir véritablement mesuré la masse musculaire. Et ces patients-là, on les tuait quand on les mettait au régime. Les causes de la dénutrition, ce sont des causes hétérogènes. Vous avez chez la personne âgée, alors je voudrais préciser que j'aime pas trop le terme de personne âgée. Jack Messier a écrit un livre qui s'appelle « La personne âgée n'existe pas ». Et moi j'aime bien parler de personnes fragiles. Je travaille dans le cancer du pancréas. Et dans le cancer du pancréas, on a des patients dont la survie est très courte. C'est pas souvent, pas toujours des personnes très âgées. Je pense que je vais oser dire que être une personne âgée, très âgée, c'est une chance. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance de vieillir longtemps, et que la vulnérabilité, la fragilité concerne beaucoup de patients, et pas seulement les personnes âgées. Et je pense que notre attitude envers les personnes fragiles doit être la même, quel que soit leur âge, et l'âge est souvent discriminatoire. Les causes de la dénutrition sont souvent non médicales, la précarité, les manques de ressources, l'isolement, la dépression, des causes médicales, parce que j'ai dit causes non médicales, donc le problème de l'état dentaire. Vous avez des patients par exemple qui ne mangent plus parce que tout simplement ils ont mal aux dents. Quand vous les emmenez chez le dentiste et que vous enlevez les chicots et que vous leur mettez un appareil dentaire qui leur permet de manger, ils mangent avec plaisir. Bien évidemment, ce que disait Virginie sur les régimes, quand vous supprimez le sel dans l'aliment des personnes âgées, surtout en période caniculaire, ça crée des catastrophes. Tout à l'heure, je parlerai du Gérostard de Charles-Henri Rapin, où il faisait boire aux personnes âgées des boissons salées, où il faisait boire des bouillons. Et au contraire, il faut réintroduire le sel chez les personnes âgées en période de grande chaleur. Vous avez des causes bien évidemment médicales, vous avez des causes qui sont psychiatriques, vous avez des maladies chroniques qui induisent des dénutritions, vous avez toutes sortes de handicaps, toutes les dénutritions par maladie aiguë. Je parlais du cancer du pancréas, c'est typiquement le type de maladie où on a beaucoup de dénutrition et on n'a pas toujours des solutions pour renourrir les gens. Alors je ne sais pas s'il est encore nécessaire de justifier pourquoi il faut lutter contre la dénutrition, ça paraît une évidence, je pense, pour beaucoup de gens ici. Ce n'est pas simplement une question scientifique, c'est une question aussi de devoir, c'est une question éthique. Pour moi, c'est un enjeu de civilisation. On doit s'occuper de nos personnes âgées.